Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission spéciale législative 2017 en Nouvelle-Aquitaine, avec cette question que nous vous posons et qui fera l'objet du débat avec nos trois invités. Qui pour nous représenter en 2017 ? Nous sommes à plus de 4 mois et demi du premier tour des législatives qui auront lieu, faut-il le rappeler, les 11 et 18 juin prochains. Qui sont ces femmes et ces hommes qui s'engagent en politique pour nous représenter ? Comment mènent-ils campagne ? Avantages et inconvénients de partir sous les couleurs d'un parti politique. L'avenir est-il aujourd'hui à l'homme ou à la femme providentielle ? Pour en débattre sur ce plateau, Edwige Diaz, secrétaire départementale du Front National en Gironde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate bleu marine aux législatives dans ce département et vous avez donc la lourde tâche de succéder à Jacques Colombier, qui est la figure historique du Front National en Gironde depuis plus de 30 ans. C'est le seul homme sur ce plateau, une fois n'est pas coutume. Philippe Noche, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste sortant dans la 2e circonscription de la Corrèze et vous briguez un 4e mandat. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi vous avez choisi de repartir quand certains de vos collègues préfèrent passer la main. Élise Vouvet, vous êtes adjointe à la mairie d'Angoulême auprès de Xavier Bonnefond et vous êtes candidate Les Républicains UDI aux législatives dans la première circonscription de la Charente, celle d'Angoulême, et vous ferez face, entre autres, à Martine Pinville, qui est actuelle secrétaire d'État chargé du commerce et de l'artisanat. Bonjour. D'abord, je voudrais vous poser et vous remercier surtout d'avoir accepté d'être ici sur ce plateau, d'avoir fait plusieurs centaines de kilomètres pour être ici à Poitiers pour évoquer cette émission. Avant de vous entendre, messieurs et dames, voyons d'abord à quoi ressemble le visage parlementaire de la Nouvelle-Aquitaine. La région compte actuellement 49 députés. Fabrice Bidot. La Nouvelle-Aquitaine compte 49 députés. 28 pour l'ancienne Aquitaine, 15 pour le Poitou-Charentes, 6 pour le Limousin. Ces élus sont presque tous de gauche, avec 39 socialistes, 2 radicaux et 3 écologistes. La droite n'avait obtenu que 5 sièges en 2012, 4 pour les Républicains et 1 pour l'élu MoDem, Jean Lassalle. Beaucoup d'élus sortants ne se représentent pas et quelques figures vont disparaître à l'Assemblée. Henri Emmanuelli dans les Landes, Noël Mamère en Gironde, Alain Rodet en Haute-Vienne, Dominique Bussereau en Charente-Maritime, le président de la région Alain Rousset et Alain Claes dans la Vienne. En revanche, plusieurs personnalités politiques vont briguer un nouveau mandat, les ministres Martine Pinville en Charente, Mathias Fekl en Lot-et-Garonne, mais aussi Olivier Falorni à La Rochelle, Delphine Batteau dans les Deux-Sèvres et Michel Vernier, le seul député de la Creuse. Edwige Diaz, à vous l'honneur, c'est vous qui commencez. La région Nouvelle-Aquitaine ne compte aucun député Front National, on vient de l'entendre. Ce n'est plus le cas pour la région, pour l'actuelle région Nouvelle-Aquitaine, dans les départements, dans les villes. Est-ce que 2017 sera l'année du Front National ? Oh ben oui, incontestablement. Moi, ce qui me choque là dans le reportage que vous avez montré, c'est justement ça, c'est qu'aujourd'hui, le Front National fait entre 20 et 30%, et il n'a aucun député. C'est la faute du mode de scrutin ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est une ineptie démocratique. Donc moi, je suis persuadée, au vu de la conviction et du programme cohérent que le Front National porte, que cette année sera notre année. À quoi faut-il justement ? Est-ce que votre candidature s'est faite naturellement ? Oh ben oui, bien sûr. Si vous voulez, on a pris plusieurs paramètres. Les gens qui étaient disponibles, parce qu'on sait que du coup être député, ça prend du temps. Les gens qui avaient envie, qui étaient dans la ligne du parti. Je peux vous poser la question différemment. Est-ce que vous représentez le nouveau visage du Front National ? Écoutez, selon la ligne compatible et dictée par Florian Philippot. Non, je représente surtout la France qui travaille, la France qui se lève tôt le matin, je suis chef d'entreprise, une petite entreprise, donc ça fait que je travaille dur, je paye beaucoup d'impôts, j'ai envie que les choses changent, j'ai pas envie de rester dans l'immobilisme, je suis pas satisfaite, je suis jeune, j'ai 29 ans, je suis pas satisfaite des politiques qui ont été menées depuis ma naissance, donc qui ne dit mot consent. Mais moi, je ne consens pas, j'avance. Élise Vouvet, 2e femme sur ce plateau, je vous pose aussi la question. Est-ce que votre candidature a souffert de contestation ? Non, il y a eu un vote du bureau départemental, les Républicains, qui m'a fait confiance et qui a été confirmé en CNI au niveau national, qui est la Commission nationale d'investiture. Pour la petite histoire, j'en veux pour preuve quand même que vous aviez un concurrent homme, Samuel Cazenave, en l'occurrence, que vous connaissez bien. Et qui est à l'UDI, en fait, qui n'est pas au Républicain. Tout à fait, voilà, mais qui avait des velléités. Alors, on ne va pas rentrer dans la cuisine interne pour les téléspectateurs. Non, mais qui s'est désisté en ma faveur en appelant à
l'UDI à soutenir la candidature les Républicains. Alors justement, quand on a soutenu comme vous Nicolas Sarkozy, la primaire de la droite et du centre au premier tour, faire campagne pour François Fillon, dans le contexte que l'on sait, c'est pas trop difficile ? Non, c'est pas difficile. Bon, c'est vrai qu'il y a un contexte d'affaires qui inquiète François Fillon, mais là, je trouve qu'il trinque pour toute une classe politique et je trouve ça franchement injuste. Après, le jeu des primaires, en fait, on nous demande de choisir un candidat plutôt qu'un autre dans une famille politique. C'est pas parce qu'on soutient quelqu'un, qu'on marque une préférence pour quelqu'un, qu'on est nécessairement contre quelqu'un d'autre. Voilà. Philippe Noche, vous briguez donc un 4e mandat. D'ailleurs, vous n'aviez personne en face de vous quand oui. les militants socialistes vous ont désigné? Oui, parce que je pense que les militants considéraient que... De l'extérieur, on a l'impression que c'est toujours un peu suspect. Oui, je sais pas, mais vous savez, le Parti socialiste, chacun aura pu le remarquer durant les 5 dernières années, la parole est souvent libre. Et chacun peut exprimer sa propre ou ses propres différences. Non, je trouve que dans le contexte local, c'est ce qui est apparu pour la plupart des militants comme étant important. D'abord parce que je fais partie de ceux qui ont soutenu loyalement le gouvernement et François Hollande pendant toute la durée du mandat, parce que ça correspondait à mes convictions. Et puis également parce que le travail que j'ai fait à l'Assemblée, j'étais membre de la délégation parlementaire au renseignement, beaucoup sur les sujets de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Et je pense que les militants ont considéré que c'était important de pouvoir continuer ce travail-là. Pour moi, le choix était entre cela ou reprendre mon métier de médecin. Alors justement, dans le tempo, lorsque vous annoncez que vous voulez repartir, on est en novembre 2016. Vous ne saviez pas que 15 jours plus tard, le chef de l'État allait renoncer, jeter l'éponge. Ça ne nous a pas fait changer d'avis pour autant ? Non, parce que il faut défendre le bilan, le quinquennat de François Hollande. Oui, mais on n'est pas... nous, on ne croit pas aux hommes providentiels. On croit à la démocratie, hein, c'est pour ça que moi j'ai été désigné par les militants, pas désigné par une officine avec un grand chef ou une grande chef en haut. Ce qui compte, c'est le programme, c'est les convictions qu'on porte, c'est le fait qu'on espère dans la social-démocratie pour transformer et faire progresser le pays. Après, évidemment, nous, autour de ce plateau, nous n'avons pas tous les mêmes convictions, mais c'est important qu'on puisse les exprimer et qu'on puisse essayer de proposer ce contrat aux Français. Alors, ce qui est étonnant, alors, le contexte politique est d'une incertitude. Je parlais avec Élise Bouvet, nous donnait sa position pour les primaires, puisqu'elle a soutenu Nicolas Sarkozy. Vous, pour les primaires de la gauche, vous n'aviez pas soutenu M. Hamon, oui, mais plutôt Vincent Peillon. Donc ça n'a pas changé votre engagement? Non, parce que je pense qu'à partir du moment où on rentre dans une primaire, dans un dispositif de primaire qui, je pense, malgré tous ses défauts, est un progrès démocratique, il faut en accepter l'issue et le principe de fonctionnement. C'est-à-dire que les primaires, c'est fait pour que, dans une famille politique, il y ait une seule personne qui porte cette famille d'idées, avec des nuances, avec des choses différentes, mais c'est vraiment un renforcement démocratique de la candidature qu'on peut porter au niveau national. Élise Bouvet, est-ce que vous avez souvenir de vivre autant d'incertitudes avant un premier tour d'une présidentielle? Parce qu'on voit bien que les candidats dits anti-système sont audibles, contrairement aux candidats issus des partis. Oui, alors il y a la réalité des sondages et puis il y a la réalité des primaires. Moi, ce que je sais, c'est qu'aux primaires, il y a des Français qui se sont déplacés, qui ont en effet désigné des candidats qui sont plutôt des candidats de rupture, en effet, c'est vrai, c'est plus surprenant par rapport à ce qui se passe traditionnellement. Mais moi, je crois qu'en effet, ces primaires sont une avancée démocratique et j'ai confiance dans le candidat qu'on a désigné aux Républicains. Finalement, de vous trois, Edwige Diaz, c'est vous qui êtes le plus à l'aise aujourd'hui ou pas du tout par rapport à cette campagne? Oui, personnellement, je le pense, parce que bon, là, aujourd'hui, vous mettez en avant les vertus des primaires, et moi, désolée, je ne partage pas votre avis. En fait, la primaire, c'est un peu de la tambouille interne. En plus, c'est un échec, parce que bon, vous, 4 millions de personnes se sont déplacées, vous, beaucoup moins, donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment la démocratie qui se soit exprimée. Surtout, vous êtes obligé de faire des concessions. 6 personnes dans un bureau, c'est beaucoup plus démocratique, effectivement. Je vous rappelle quand même, madame, que vous appartenez à un parti d'héritiers, où on se passe la main de père en fille. Est-ce que vous voulez qu'on parle de votre grand-père qui était conseiller municipal pendant 30 ans à Angoulême? Excusez-moi, ça n'a aucun rapport. Alors justement, on va se pencher et on va pouvoir peut-être continuer sur ces débats-là. On va précisément se pencher sur les députés qui ont choisi de ne plus se représenter en juin prochain. Alors c'est le cas précisément de l'ancien maire de Limoges, député. L'une de nos équipes de France 3 Limousin l'avait rencontré en novembre dernier pour le nommer, c'est Alain Rodet. Il s'en explique, reportage. À la foire de la Croisille-sur-Briance, sous une pluie battante, l'image pourrait laisser à penser qu'Alain Rodet débute une nouvelle campagne électorale. Mais c'est officiel, il n'en est rien.
Non, j'envisage pas de continuer. Je serai député jusqu'au bout. Mais je pense qu'il faut laisser à des gens plus jeunes, des hommes, des femmes, dans ma sensibilité, de continuer la route, de s'accrocher au terrain et d'essayer d'être au contact des concitoyens le plus proche possible. Député de la première circonscription de la Haute-Vienne, ex-4e circonscription, Alain Rodet décide donc de raccrocher les gants après 35 années passées au Palais Bourbon. Comme il le dit, il a conscience de son état civil, même s'il reste plus que jamais fidèle à ses convictions. Faire une nouvelle campagne ne m'aurait pas pesé. Mais il faut être, je crois, raisonnable, même si on me dit autour de moi que je suis de la génération de monsieur, à mon modeste niveau, de monsieur Trump et de monsieur Juppé. Il faut aussi que les changements puissent intégrer une génération qui a des fois des idées différentes. Alain Rodet nous a aussi confié que sa défaite aux dernières municipales qu'il a affectées n'a pas influencé sa décision. Pour lui, il faut savoir s'arrêter. Il souhaite, à l'issue de son mandat, continuer de militer à la Fédération viennoise et n'exclut pas de se lancer dans l'écriture. Retour sur le plateau de dimanche en politique avec nos trois invités. Edwige Diaz, secrétaire départemental du Front National en Gironde, Philippe Noche, député socialiste de la Corrèze, et Élise Bouvet, candidate Les Républicains UDI en Charente. Philippe Noche, on vient de voir ce reportage. Quand on sait qu'un quart des députés socialistes ne se représentera pas en juin prochain, on en connaît les raisons. Alain Rodet vient de nous en donner une. Cumul des mandats, l'âge, peut-être lassitude. Est-ce que vous ne craignez pas le fameux scénario de 1993 qui avait été effectivement, on va dire, la pierre noire pour le Parti socialiste. Et où Alain Rodet était le seul député de gauche du Limousin. Et il en restait 57 à l'époque. Voilà, oui. Écoutez, je crois que c'est jamais écrit à l'avance. D'ailleurs, vous en savez quelque chose, vous, en 2007, non ? Voilà, en 2007, il y avait une vague bleue, et puis j'étais candidat, j'étais au travail, j'étais médecin, donc j'étais directeur du SAMU à l'époque, et puis j'ai été élu à ma grande surprise, et à la surprise de mes amis, ça correspondait à nos espérances, mais comme quoi rien n'est jamais écrit à l'avance. Mais donc, à la débâcle de 93, vous y croyez encore je pour ne crois 2017 pas, ou pas ? Je crois que la situation est extrêmement différente, elle est beaucoup plus confuse aujourd'hui. On voit effectivement, vous parliez tout à l'heure de candidats entre guillemets anti-système, etc. Moi, je suis pas sûr qu'ils soient aussi anti-système que ça. Mais effectivement, aujourd'hui, on a le sentiment que des gens qui se présentent comme des hommes ou des femmes providentielles ont un certain écho dans les sondages, dans ce qui se passe. Mais ça, vous l'entendez. Oui, bien sûr, on l'entend. Oui. On l'entend. On l'entend, mais c'est pas toujours. Les raisons de ces votes-là sont pas toujours très positives. C'est pas forcément une adhésion aux choses. C'est souvent comme un mouvement d'humeur. Moi, je crois que la campagne électorale, elle va se dérouler. Et je crois que rien n'est écrit pour l'instant. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a 3 points d'avance sur quelqu'un d'autre aujourd'hui que le jour du vote, les choses se passeront comme ça. Parce qu'on a bien vu dans beaucoup de consultations récentes que les sondages se trompaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, la vérité n'existe pas. La seule vérité, c'est la vérité de la campagne qu'on va faire les uns et les autres sur le terrain et la force de conviction qu'on sera capable d'y mettre. Élise Bouvet, justement, l'affaire, on le disait au début d'émission, l'affaire Fillon a au moins révélé une certitude, celle de la besoin de transparence de la vie politique. Est-ce que vous pensez, comme bon nombre de nos concitoyens, que les vieilles pratiques n'ont aujourd'hui plus leur place en politique ? Alors, moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que François Fillon, jusqu'à preuve du contraire, est présumé innocent. Il a agi dans le cadre... effectivement. Il a agi dans le cadre de la loi, mais ça m'empêche pas de penser aussi que ce cadre de la loi, il faut le faire évoluer, en effet. Donc, je sais pas, en tout cas, il a agi dans une zone grise, légale, mais politiquement, aujourd'hui, ou moralement, c'est pas forcément entendable. Voilà, c'est pas un discours de circonstance. Je cherche pas l'absolution en disant ça. Je pense que c'est un enjeu d'époque, un enjeu de génération, et je pense que ma génération a le devoir de s'engager fermement sur ces questions de moralité et d'éthique dans la vie politique française. Edwige Diaz, justement, au Front National, vous avez longtemps fait campagne, je dis le on en général, au Front National, sur le slogan « Tous pourris ». Ça fonctionne encore ? Je ne sais pas s'il fonctionne encore, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les Français sont désabusés. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ça se chamaille à gauche. On a du Hamon, du Macron, du Valls, on ne sait plus trop. Ça se chamaille à droite. On a Sarkozy, Fillon, les affaires. Donc, écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on avance, quoi. Voilà, on a un programme cohérent. Vous ne craignez pas que vous aussi, vous soyez caboussé avec l'affaire, par exemple, des assistants parlementaires au Parlement européen ? Ce que je veux dire par là, c'est que
on voit bien aussi, ça peut vous toucher avec le système du financement de la campagne présidentielle Non, mais de vous 2012. savez, on a l'habitude. Avant chaque élection, on nous ressort un truc. Les assistants parlementaires, c'est la énième fois qu'on le met sur le devant de la scène. Bon, je tiens juste à préciser que c'est l'OLAF qui nous met en cause, mais que l'OLAF n'est pas un organisme judiciaire. C'est un organisme interne au Parlement européen, qui est d'ailleurs géré en plus par des socialistes et qui ont pour seul but, c'est de faire barrage au Front National. Qu'est-ce qui vous différencie alors des partis traditionnels ? Bah écoutez, notre cohérence. Voilà, nous, on a Marine Le Pen, on est tous unis derrière elle et on y va à fond, on a nos convictions, notre programme qui est cohérent et ce depuis des années. On est là pour le redressement de la France et puis on n'a pas peur, quoi. Philippe Noche, au fond, la montée des extrêmes et des abstentionnistes à chaque élection serait dû vous alerter, vous, les élus de terrain ? Depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs. Depuis 2005, on va dire. Effectivement, je pense que ça pose le problème de l'évolution de la démocratie représentative. Parce que notre démocratie est une démocratie représentative. On élit des représentants qui, après, vont avoir pour mandat de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. D'ailleurs, je fais une parenthèse. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a évoqué toutes les élections. Les élections législatives ont un scrutin majoritaire qui, visiblement, semble exclure un certain nombre de candidats et de partis aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, je pense qu'il faut arriver à introduire une part de proportionnel dans les législatives. Parce qu'effectivement, je pense que quand il y a 30% de la population qui n'est quasiment pas représentée, du moins pas de la population, des gens qui votent, qui n'est pas quasiment pas représentée au Parlement, je pense que ça finit par poser un problème. Ça finit par poser un problème parce que je pense qu'il est naturel que chacun puisse s'exprimer. Donc il faudra évoluer de ce côté-là. Je pense aussi qu'en matière de transparence, il faut évoluer parce que l'époque évolue. Aussi, par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, M. Fillon est réputé innocent. Mais ce qui pose problème, c'est pas tellement l'aspect légal des choses, c'est plus l'aspect, je dirais pas moral, mais de distance par rapport à la réalité quotidienne de nos concitoyens. C'est ça qui pose le vrai problème. Vous entendez également cette petite musique Alice Bouvet actuellement. Certains réclament une nuit du 4 août 1789. Vous savez ce que c'est ? Oui. 4 août 1789, la fin des privilèges. Est-ce que vous y êtes favorable ? Tout à fait. Je pense, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ma génération, notre génération, a le devoir d'être plus éthique et a le devoir de changer le cadre de la loi, puisqu'encore une fois, François Fillon, mais comme les autres, agit dans un cadre qui est le cadre de la loi. Donc changeons ce cadre de la loi. Il y a des propositions à faire, notamment sur les règles qui encadrent la vie des parlementaires, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui. Cette histoire d'IRFM qui échappe à tout contrôle, à toute fiscalité, c'est anormal. Supprimons-la. C'est l'indemnité de représentation. Exactement, les frais de représentation. Il y a cette réserve parlementaire avec laquelle, au fond, on sait, les députés achètent une forme de paix politique qui représente environ 120 000 euros par député. Eh bien, supprimons-la. En ce moment, on sait que les petites communes sont complètement exemptes. Parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Au moment où les collectivités locales sont exemptes et voient leur dotation diminuer, cet argent public pourrait plutôt servir aux collectivités locales pour mener des politiques territoriales. Le Front National, que dit le Front National sur ces questions de transparence ? Évidemment, oui, ou jusqu'à une certaine... Non, mais nous y sommes entièrement favorables du fait que nous n'ayons rien à nous reprocher. Je vais juste revenir à ce que vous... C'est plus facile qu'on n'ait rien à se reprocher. C'est plus facile à dire soi-même qu'à le faire constater. Je ne voulais pas vous couper la parole, mais en parlant de se mettre au-dessus de la mêlée, je vous ai entendu dire, et je vous rejoins, je suis ravie que vous vouliez introduire une dose de proportionnel. C'était déjà dans les engagements de François Hollande. Ils n'ont pas été respectés. Donc voilà, occupez-vous déjà de mettre en œuvre. Il y a eu un épisode en 86, mais que M. Noche a dû connaître. 86, l'entrée des députés Front National, mais qui avait très très vite été arrêté à l'époque. Mais écoutez, quoi de plus démocratique, voilà, quand on représente 20 à 30% de l'électorat, quoi de plus démocratique d'avoir autant de députés dans l'Assemblée. Une part de proportionnel serait intéressante, mais je pense qu'il serait intéressant aussi, c'est un scrutin majoritaire à un tour, ce qui éviterait les jeux d'alliance de second tour et par ricochet derrière des renoncements politiques. On va juste un mot juste sur ce point-là. Moi, je pense que par rapport au Front National que je combats dans toute la plupart de ces propositions, moi je considère qu'effectivement le fait qu'il puisse être présent dans le débat à l'Assemblée nationale serait quelque chose d'important parce que la bataille politique se ferait réellement à l'endroit où elle doit se faire. Il est présent aujourd'hui dans les conseils régionaux, présent dans les conseils départementaux, présent au sein des conseils municipaux, donc il est en sein même de l'enceinte démocratique. On va poursuivre justement sur cette thématique en Poitou-Charentes concernant la transparence de la vie politique. Un tiers des députés et sénateurs emploient à leur côté un membre de leur famille, enfant ou conjoint. 2 parlementaires, une sénatrice et un député ont ouvert leur bureau à une de nos équipes en toute transparence. Reportage d'Antoine Morel et Julien Delage.
Dans la famille Imbert, il y a la mère, Corinne, sénatrice de Charente-Maritime et première adjointe de Beauvais-sur-Matha. Et la fille, Stéphanie, sa collaboratrice. C'est elle qui assure la permanence parlementaire. 18h30. 18, je sais plus. Tu demandes à Jean-Marie s'il y va ? Je fais de l'agenda de la sénatrice. Je m'occupe du courrier, des choses complètement, on va dire, classiques. Des dossiers de réserve parlementaire aussi. Voilà, des visites du Sénat, c'est divers et varié. Je suis sûre, me connaissant, que je n'aurais pas employé ma fille si elle n'avait pas eu ce parcours. Elle a commencé ses études en droit en 2001. Elle a fait les études pour. Elle a un master de droit, donc ça me paraissait... Elle était légitime, en tout cas, pour pouvoir travailler à mes côtés dans le cadre de ce mandat. Un collaborateur parlementaire à temps plein gagne en général autour de 2 400 € net. C'est l'élu qui décide du montant du salaire payé avec son indemnité de frais de mandat. Si c'est déclaré dans les formes, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tout est net, ça ne me choque pas du tout. Jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas. Voilà. Donc non, ça me choque pas. À Paris, Corinne Imbert emploie un deuxième collaborateur, sans aucun lien de parenté avec elle. Guillaume Rivalan, diplômé en sciences politiques. Parce que mon collaborateur qui habite à Paris est plus diplômé, il touche plus que ma fille qui est en circonscription. À l'Assemblée nationale, le député de Charente, Jérôme Lambert, nous reçoit dans son bureau du Palais Bourbon. Voilà Yep, ma collaboratrice à Paris, mon épouse. Je fais des recherches quand Jérôme il a une proposition de loi à faire. Enfin, j'alerte, il m'alerte, mais je fais beaucoup de recherches pour préparer un cadre d'intervention. Et généralement, les interventions, ça se passe très bien. Oui, donc je n'ai pas à m'en plaindre, je n'ai pas viré encore. Je suis encore là. C'est heureusement qu'avec mon épouse, finalement, on a cet espace de partage, d'engagement commun. Parce que c'est ça qui nous permet, je crois aussi, de bien vivre ensemble. Pour l'instant, le travail de collaborateur n'est pas clairement défini. Seuls les parlementaires eux-mêmes ont le pouvoir d'écrire une loi pour encadrer leur travail. Retour sur le plateau de dimanche en politique avec nos invités Edwige Diaz du Front National de la Gironde, candidate aux législatives, Philippe Noche, député socialiste de la Corrèze et brigue un 4e mandat, et Élise Bouvet, candidate républicain UDI aux législatives, donc en Charente. Philippe Noche, on vient de voir ce reportage. Faudra-t-il, à l'avenir, puisqu'on parlait de transparence, interdire l'embauche des membres de sa famille pour les parlementaires, et y êtes-vous favorable ? C'est déjà le cas au Parlement européen. Je pense que la plupart je connais effectivement des gens de la famille, de collègues. En ce qui me concerne, pas du tout. Et puis je ne le souhaite surtout pas. Mon épouse est médecin et elle travaille à l'hôpital et elle a suffisamment à faire. Et mes filles sont encore étudiantes. Donc voilà. Mais je ne le souhaite pas non plus parce que je pense que ce que l'affaire Fillon nous pose, c'est vraiment des doutes. C'est-à-dire, ça fait poser plein de questions. Donc le Parlement européen avait demandé à ce que ça ne puisse pas se produire. Je pense qu'il faudra faire la même chose chez nous. Comme ça mettra fin à toutes les questions, les doutes, les rumeurs. Parce que moi, je connais surtout des assistants parlementaires et des assistantes parlementaires qui travaillent, vous voyez, qui travaillent, vraiment. Élise Bouvet, Edwige Diaz. Élise Bouvet, si vous êtes élue en juin prochain, vous seriez favorable pour déposer une proposition de loi en ce sens ? Tout à fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, en règle générale, sur les règles qui encadrent la vie du parlementaire. Donc il y a des propositions à faire que j'évoquais tout à l'heure, mais en effet, moi je m'engage à engager personne de ma famille. Et je suis prête aussi à porter des propositions de loi pour faire évoluer les règles qui encadrent la vie du député, mais aussi celle des assistants parlementaires. Vous parliez du Parlement européen. Moi, j'ai travaillé avec un député européen. C'est vrai que les collaborateurs des parlementaires européens sont salariés sur des grilles de salaire qui correspondent à un niveau de compétence ou à un niveau de qualification, ce qui me paraît juste et correspond à ce qui se passe en dehors de la politique aussi. Donc je pense qu'il faut aller vers des systèmes comme ça, qui soient plus encadrés, plus transparents, c'est sain, on sent qu'il y a une exaspération des gens sur ces sujets-là. Eh bien, allons-y, c'est à notre génération de faire sauter ces verrous-là. Edwige Diaz, justement, Front National, il y a débat sur ces questions de transparence ou pas ? Par exemple, Gilbert Collard emploie sa femme, par exemple. Oui, écoutez, moi je pense qu'à partir du moment où c'est encadré, comme vous disiez, transparent, que les personnes sont compétentes, comme celle qu'on a vue dans le reportage, pourquoi pas, ça ne me choque pas. Aujourd'hui, il y a plein de petites entreprises qui travaillent, vous voyez, c'est l'entreprise X, père et fils. Donc voilà, si c'est encadré, ça me... à voir, quoi.
pense qu'il faut que chacun fasse le travail pour lequel il est payé. C'est-à-dire, on ne peut pas être assistant au Parlement sûr. européen et travailler dans le siège d'un parti politique au Front National, par exemple. Ça ne vous a pas échappé. Alors justement, ça ne vous a pas échappé que même C'est certains. plein d'humour, mais vous verrez la sortie de l'histoire. Certains réclament même un régime d'exception pour les élus et responsables politiques. Philippe Noche, est-ce que vous y êtes favorable? Un régime d'exception? Moi, je ne suis pas favorable au régime d'exception. Je pense que... Historiquement, je comprends. Voilà, hein, mais de la même façon, je crois que les responsables politiques, ils viennent de la vie réelle. Enfin, la plupart d'entre eux, franchement. Oui, vous venez de la vie réelle. Mais vous sortez une certaine déconnexion. Et si effectivement les électeurs décident de me renvoyer à la vie réelle, je retournerai exercer mon métier. Mais moi, je ne crois pas au régime d'exception. Je pense qu'il faut que chacun puisse être responsable devant les juridictions ordinaires, y compris les gens qui ont été ministres. Hein, on a vu les dégâts qu'avait pu faire l'affaire Cahuzac, l'affaire Lagarde, l'affaire Lagarde, l'affaire Thévenoud. Il faut absolument que la justice soit la même pour tous, y compris pour ceux qui exercent des responsabilités politiques. Il y aura un avant, un après 2017, Élise Bouvet, justement, par rapport à cette campagne présidentielle. Oui, il y a une exigence aujourd'hui forte d'exemplarité en politique, qui d'ailleurs me semble légitime. À un moment où on demande tant d'efforts aux Français, on ne peut pas s'y soustraire, on ne peut pas s'octroyer des avantages, on ne peut pas nous-mêmes ne pas participer de cet effort collectif. Donc je pense que c'est le moment, en effet, cette crise politique, c'est le moment de marquer des avancées, et allons-y sur ces lois, sur l'éthique, la moralisation de la politique. Moi, je dis, ma génération, allons-y, c'est notre responsabilité. Et justement, Edwige Dia, ce sera vous qui fermerez le banc. Et il y a une identité de génération dans la manière de faire politique? Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas gouverner le pays demain comme on l'a fait hier, puisque sinon les résultats seraient encore plus catastrophiques. Donc, mais vous n'en ferez pas un métier, je veux dire. Ah bah non, moi je travaille à côté, je suis là par pur engagement, je vais pas à la gamelle tous les mois, je vais pas pointer, je m'en vais pas après comme on peut le voir malheureusement trop souvent aujourd'hui. Donc non, c'est un engagement, une conviction personnelle très, très forte. Merci à tous les trois. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé à cette émission Dimanche en politique. Vous pouvez voir ou revoir d'ailleurs cette émission sur notre site internet n.a comme Nouvelle-Aquitaine, france3.fr ou plus.fr pour revoir cette émission. La semaine prochaine, l'invité de Dimanche en politique en Poitou-Charentes, chacun retourne un petit peu dans ses propres antennes, sera Jean-Marc Delacoste-Larémondi, qui est conseiller régional Front National en Charente-Maritime. Dans quelques instants, c'est l'information en Poitou-Charentes et le Midi Pile. Très bon week-end à tous et à toutes et à très bientôt.